Bonjour, bienvenue. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, une interview d'un business coach, un business coach que je connais bien. Et puis, vous allez voir, quelqu'un qui a une vision particulière du coaching et puis plus sensible. On est, vous savez bien, sur cette chaîne, eh bien, avec des hommes plus sensibles. Et ça me fait plaisir de les interviewer et de vous faire partager un petit peu cette vision du masculin de l'homme d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on retrouve Anthony Léger. Bienvenue Anthony. Alors Anthony, est-ce que déjà tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es? Oui, je suis donc Anthony Léger, je suis business coach international et ma mission c'est d'aider les entrepreneurs à mieux communiquer leurs valeurs pour augmenter leurs ventes, leurs résultats tout en prenant du bon temps. Toi, comment tu définirais ton coaching à toi? Profondément humain, je pense que ce qui me caractérise c'est d'abord de m'intéresser à l'individu, l'entrepreneur en lui-même avant de s'intéresser à son business. Au début c'est quelque chose que je ne faisais pas, j'étais très axé sur le mental, sur la stratégie, je me suis rendu compte que je produisais 80% d'efforts pour 20% de résultats. Et quand j'ai décidé de ramener le curseur en amont et de regarder la personne dans sa globalité, et ensuite de regarder ce qu'il pouvait y avoir du côté de l'entreprise, je me suis rendu compte que beaucoup des réponses finalement étaient chez l'entrepreneur lui-même. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que j'ai une approche donc, globale, comme je le disais, mais ce qui me distingue, c'est que j'arrive à voir ce qui ne se voit pas chez l'entrepreneur, donc j'arrive à détecter des choses qu'il ne me dit pas, d'arriver à détecter des choses que peut-être il garde cachées ou qu'il n'ose pas exprimer. En tout cas, ça me permet, moi, en le détectant, de savoir un peu plus où chercher et d'arriver à révéler la personne, d'activer son potentiel et faire en sorte d'augmenter, d'amplifier les résultats plus rapidement. Est-ce que tu sais comment tu as développé cette capacité plus d'intuition? Aucune idée, le mot est posé dessus. Je pense que c'est vraiment venu avec l'entraînement. J'en ai pas pris conscience tout de suite. C'est plutôt quand je relisais les témoignages de mes clientes et que je disais chaque fois qu'elles mettaient Anthony a su poser les mots justes, Anthony a vu en 1 heure qui j'étais et ce qu'il fallait changer en moi. Et moi, pour moi, c'était naturel, j'avais pas l'impression d'être allé chercher ça. Juste, ça m'avait parlé, c'était venu à moi comme une information voilà, subtile que j'arrive à capter. Et je m'en servais, mais sans avoir conscientisé la chose, sans y mettre des mots moi-même, et sans chercher à en faire un processus, tu vois. Et c'est qu'à partir du moment où on m'a aidé à avoir ce regard-là, à me dire, mais si, toi tu vois chez les autres ce que les autres ne voient pas, ce que d'autres coachs n'arrivent pas à percevoir, ce que nous-mêmes on n'arrive pas à interpréter, et chez toi ça ressort comme ça. J'ai fini par l'accepter et me dire, ok, c'est donc un élément fort de mon accompagnement, autant de l'assumer pleinement et être à l'écoute de ça. Et quelquefois, ça va paraître un peu perché ce que je vais dire, mais tant pis, j'ai parfois des réponses ou des informations qui me viennent en dehors de la conversation qu'on peut mener avec une prospect ou un client. Je dis souvent une parce que j'accompagne majoritairement des femmes, mais ça peut être autant un homme qu'une femme. Quelquefois, voilà, juste en repensant à mon client ou ma cliente, à sa situation et en travaillant à chercher des réponses pour elle, quelque chose me vient. Comme ça, j'ai eu des prises de conscience parfois sous la douche, tu vois, d'un message que j'avais du mal à interpréter, comprendre tout de suite, mais je savais qu'il fallait que je le transmette. Et lorsque j'ai osé le faire en me disant, je ne sais pas si ça a un sens pour l'autre, si ça va lui servir, mais tant pis, je le lance quand même, et puis après on verra, on essaiera de trouver des réponses. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose de pertinent, de cohérent, et que j'avais aucun intérêt à le garder pour moi, il fallait vraiment que je laisse passer cette information. Et quelquefois ça a été effectivement très révélateur. Alors, justement, ce côté intuition, sensibilité, ce côté féminin, et tu me dis que tu accompagnes plus de femmes, comment toi tu vis ce côté féminin en toi? Je l'assume. Non, je pense que c'est une sensibilité que j'ai et effectivement que j'utilise vraiment dans mon écoute, tu vois, dans l'empathie, être capable
de comprendre une situation, faire vraiment l'effort de rentrer dans la psychologie, dans l'émotion de la personne, pour mieux l'aider à chercher aussi des réponses là où elles ont besoin d'être trouvées. Après, comment je la vis, je sais que de par ma nature, je trouve plus facilement d'écho chez les femmes entrepreneurs que chez un homme, parce que il n'y a pas cet ego qui vient se mettre dans la relation. On est plus dans une posture d'égal à égal. On s'écoute, on se comprend, et moi je fais l'effort l'effort, ça me demande même pas d'effort, mais je prends par la main pour amener l'autre vers le résultat qu'elle souhaite. Et ça se fait beaucoup plus naturellement, de manière beaucoup plus fluide, effectivement, que dans 80% des cas quand il s'agit d'un homme. Et du coup, pour toi, quel a été le déclic en fait de ce basculement que tu nous as expliqué tout à l'heure vers accepter justement cette intuition, cette sensibilité, la laisser vivre et l'utiliser professionnellement? Je pense que ça s'est fait progressivement en écoutant les remarques de personnes qui me connaissent bien, que ce soit ma femme, que ce soit mes amis, tous ceux qui me connaissent dans ma dimension personnelle et humaine, qui savent justement quelle est ma sensibilité et ma personnalité par rapport à ça, et qui m'ont un peu taquiné sur le fait que j'étais trop dans la stratégie, trop cérébrale, et qui m'ont dit mais laisse aller, écoute plus ton élan du cœur, laisse plus transparaître tes qualités humaines. Certains me comparaient à David Laroche, tu vois, en me disant pour moi tu as cette sensibilité, cette énergie et cette capacité à voir chez l'autre, voir et entendre, donc travaille plus sur cette dimension. Et comme dans les premiers accompagnements que je faisais, je n'avais pas le résultat que j'attendais, je sentais que j'avais beaucoup d'efforts à produire et que ça m'épuisait, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de les écouter et de regarder ce qui se passe, quoi. Et effectivement, à partir du moment où on change un petit peu le regard et où on est plus dans une forme de lâcher-prise, d'échange, là, je me suis aperçu que ça venait plus naturellement, et que du coup, pour moi, ensuite, le reste, c'était plus de placer les outils, toutes les compétences que j'avais développées, dans un moment où, effectivement, cette stratégie pouvait être mise en place, pouvait être utilisée, mais pas en premier lieu, parce qu'il y avait d'abord un travail à faire de compréhension de l'autre. Et du coup, cette faculté, surtout ce qu'elle m'a permis de faire, et que je pense bien faire aujourd'hui, c'est aider ces entrepreneurs à sortir des standards, des cases dans lesquelles elles ont pu se mettre, et vraiment redéfinir plus qu'un métier, c'est une activité, une mission qui cadre mieux avec leurs valeurs, avec leur personnalité, qui fait sens dans leur vie et qui nous permet finalement de se débarrasser de tout un tas de choses superflues qu'on a pu remettre, parce que on a tous une tendance naturelle, c'est à reproduire des schémas. On a, pour beaucoup d'entrepreneurs, un passé de salarié, et du coup, ce qu'on faisait en tant que salarié, qu'on soit graphiste, photographe, formateur, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on refait la même chose, avec toutes les contraintes en plus qu'on n'avait pas quand on était salarié, parce qu'il y avait un patron qui nous amenait des clients, il y a la compta qui était sous contrôle, il y avait l'administratif, il y avait le marketing. Sauf que là, en tant qu'entrepreneur, on doit avoir cette étoffe plus complète et avoir toutes ces casquettes à la fois. Et si en plus on ne se centre pas vraiment sur sa mission, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous donne de l'énergie plutôt que ce qui nous en prend, eh bien on va se remettre donc à faire exactement comme avant, avec tous les ennuis supplémentaires ou toutes les contraintes et difficultés supplémentaires. Et la plupart du temps, ça donne lieu à un craquage, quoi. Donc moi, je fais en sorte de faire le ménage, de détourer. Tu vois, l'image que je prends souvent, c'est un peu le diamant. Un diamant brut, c'est tout moche. C'est une pierre qui est assez râpeuse, qui est sombre d'abord, qui a rien de joli. Et donc, on va un peu tailler le diamant, faire en sorte d'enlever toute cette croûte, toute cette carapace, tous ces apparats dont on n'a pas besoin et qui finalement sont un peu contre-productifs à notre réussite.
Donc faire en sorte de révéler la lumière et le potentiel intérieur de la personne, et non pas en rajoutant finalement, mais en enlevant des couches superficielles qui n'ont pas besoin d'être là pour refléter sa plus belle lumière. C'est beau, hein. Je suis un peu poète aussi quand je veux bien. Moi, ce que je vois là dans ce que tu me dis, c'est le coaching de l'avenir. Quel est pour toi l'avenir du coaching et comment tu vois, toi, cette progression dans le coaching, cette vision un peu différente? Comment je vois l'avenir du coaching? D'abord, je pense que par Internet, aujourd'hui, on a cette faculté de se rapprocher des gens et de créer plus de liens, paradoxalement peut-être, avec des gens qui obéissent aux mêmes règles, qui sont portés par les mêmes valeurs, qui ont vraiment des affinités en fait à travailler avec nous parce qu'on a cette même sensibilité, comme je disais, ou en tout cas il y a quelque chose qui parle entre nos deux âmes. Et je pense que l'une des facettes du coaching futur, c'est de pouvoir effectivement, comme ça, d'accompagner des gens qui peuvent être à l'autre bout de la planète, mais avec qui on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ça match et on sait qu'on a envie d'avancer. Et l'autre chose, bien sûr, c'est d'intégrer cette dimension personnelle de l'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner simplement sur des bases que mathématiques ou très cartésiennes. Je pense qu'il faut intégrer d'autres dimensions qui souvent nous échappent, qui sont plus subtiles, mais qui nous permettent tellement de... Je trouve pas les mots, mais c'est d'optimiser tellement le travail qu'on peut faire en réflexion parce que on va mieux écouter son cœur, mieux écouter son émotion, et que ça, on peut le faire que si on ose s'intéresser à la personne vraiment et qu'on aime l'autre. Parce que ce qu'il y a dans ce métier, c'est que si on ne le fait pas par l'amour de l'autre et l'envie de faire réussir, moi je sais que je suis animé par ça, de 80% de ma carrière, je l'ai dédié aux autres, c'est-à-dire faire grandir et faire réussir mes collaborateurs avant quand j'étais salarié et aujourd'hui mes clients. Et je pense que si on n'a pas cette flamme pour aider l'autre et ce côté vraiment altruiste de l'accompagnement, alors à un moment donné ça ne marche pas. Moi j'en vois beaucoup qui font les choses pour eux avant tout, pour gagner de l'argent, pour être plus vu, plus je sais pas quoi. À mon avis ça marche un temps seulement. C'est que quand on est vraiment 100% orienté et presque dédié à l'autre en termes de temps, en termes d'énergie, qu'on obtient les meilleurs résultats. Alors, cette vision plus intuitive, comme on disait tout à l'heure, cette sensibilité, comment elle résonne dans ta vie à toi? C'était un long chemin. Je pense que je me suis longtemps coupé de pas mal de ces énergies, de ces informations. Ça n'a pas résonné tout de suite en moi. En fait, c'est vraiment, je crois que c'est mes échecs, les difficultés que j'ai pu connaître et que j'ai dû dépasser, qui m'ont forcé à aller chercher des réponses là où la logique m'en donnait plus, qui m'a forcé aussi à tomber le masque, à accepter plus qui j'étais, dans ma sensibilité, dans ma multipotentialité, dans le fait de réagir différemment des autres, d'être plus sensible que la moyenne des hommes, et tant pis, et on est comme ça, et c'est ok. Et, euh, et donc, ouais, parfois au prix de ce qu'on aurait aimé laisser un peu caché, c'est-à-dire sa vulnérabilité, sa sensibilité, pas la montrer et vraiment continuer à jouer le rock, le mal, l'homme dur, celui qui est fort dans toute situation, et en fait, bah, non, il y a des moments où c'est pas possible. Et donc, accepter de pouvoir baisser la garde, laisser tomber le masque et se dire, ok, ça fait aussi partie de moi. Et ça peut être ok, j'ai encore un peu de mal à le dire parfois, ça peut être ok de le montrer aux autres et de dire non, je suis pas un surhomme. J'ai mes peurs, j'ai mes faiblesses, j'ai mes doutes, j'ai aussi mes difficultés, mes échecs, j'ai une histoire,
mais si tout ça aujourd'hui peut servir aux autres, et si je peux en tirer un enseignement quelconque et des réponses pour ceux que j'accompagne, alors en fait c'est une vraie force, quoi. Si ma faiblesse peut être une force pour les autres, alors je la donne sans concession. Alors, quel est le plus beau cadeau que tu as offert, cette sensibilité différente, un peu plus élevée peut-être? Le plus beau cadeau que m'a offert cette sensibilité, c'est une bonne question ça. La remise en question, forcément, parce que je pense qu'effectivement, sans ce chemin, sans cet apprentissage douloureux, tu vois, je pense que la vie, elle te met des épreuves, mais parce que tu as aussi quelque chose à en retirer, tu as une leçon derrière chaque obstacle. Et donc, tu vois, te poser la question, te dire, ok, là je vis de grandes difficultés, quel est le bénéfice de ça? Qu'est-ce que j'apprends grâce à ça? Et qu'est-ce que j'aurai à la sortie? Quand j'aurai surmonté ça, qu'est-ce que je suis capable de conserver? Et du coup, d'avoir jamais ce retour en arrière, de plus vivre ça. Et je sais que ça va me confronter à des difficultés encore plus importantes, mais maintenant, je sais que il faut que je réfléchisse aux bénéfices que ça m'offre en contrepartie, parce qu'en réfléchissant, il y en a toujours, même sur les situations les plus difficiles. Alors sur le moment, on a un peu la tête dedans, on a un peu du mal à se l'avouer, et on pourrait vite partir dans le fond du gouffre en se disant, voilà, craquage complet, ça va pas, mais non, c'est plutôt, ok, dans ce qui va pas, qu'est-ce qui va et en quoi ça va me servir demain. Ok, tu peux nous partager une de ces expériences que tu as vécues? Oui, bah, un échec entrepreneurial, je pense que ça a été la première claque qui m'a servi d'enseignement, c'est-à-dire que moi j'ai claqué la porte d'un patron dans une entreprise que j'aimais depuis 8 ans, dans laquelle j'étais apprécié de tous ou 90% des collaborateurs et des collègues. Une entreprise dans laquelle je m'étais vraiment projeté, et puis à un moment donné, changement de gouvernance, une relation qui ne fonctionne plus et qui me donne vraiment la plus grande difficulté à surmonter, et je sens à un moment donné que c'est plus possible et qu'il faut que je prenne le large. Je décide donc de me lancer parce qu'on avait lancé 5 ans auparavant l'entreprise de ma femme avec succès, et je me suis dit, bah, à mon tour, ça y est, mon moment est venu, moi aussi je vais m'éclater, je vais faire ce que j'aime, et j'y vais. Et je pense que j'ai entrepris dans un mauvais contexte, pour des mauvaises raisons à ce moment-là, et du coup j'ai fait le mauvais choix. Mais pour un départ rapide, c'est-à-dire qu'il fallait que je m'extrais d'une situation qui ne me convenait plus et qui aurait pu avoir des conséquences importantes sur ma santé, et donc je suis parti à ce moment-là pour me sauver un peu. Mais du coup, voilà, je l'ai payé par ce choix qui n'a pas été bon derrière, qui m'a offert un apprentissage quand même, et aujourd'hui je l'accepte, mais qui m'a fait perdre énormément d'argent, hein, qui m'a fait perdre 50 000 euros, et puis 6 mois de mon temps dans une première partie de cette expérience, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, je me rends compte que cette activité ne me plaît pas, c'est pas les bons clients, c'est pas le bon sujet, bref, erreur de casting complet. Et il faut rebondir là-dessus, quoi. Et surtout, il faut accepter. Et la première phase d'acceptation, c'est la plus difficile. C'est de se dire, je me suis planté. Jusqu'ici, tout m'avait réussi dans ma carrière. J'ai toujours eu le job que je voulais, j'ai toujours eu le salaire que je voulais, j'ai toujours eu des situations très confortables. Et là, c'était la gamelle complète, quoi. Donc, l'accepter, oser en parler aussi autour de soi, à ses proches, les gens qui croient en toi, et de leur dire, bah, voilà, là, je me suis perdu. J'ai pas de plan B, donc comprendre aussi ce qui ne va pas pour améliorer ce qui doit l'être, et repenser complètement le modèle. Et derrière, c'est refaire un apprentissage pour regarder à l'intérieur de toi qui tu es, ce qui vibre en toi, là où tu peux trouver des réponses, et donc ce qui peut ressembler à ta mission, en tout cas être à la bonne place, au bon endroit, en accord avec tes valeurs, avec ta personnalité, avec ce que tu aimes et ce que tu es capable d'apporter au monde. Et la première grande difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'est ça. Et après, le parcours a été long et assez tortueux de reconstruction, parce que
voilà, tu te sens plus légitime, tu perds confiance en toi, tu es transi par tes peurs, donc tu oses plus y aller vraiment, tu fais tout en demi-teinte et forcément les résultats sont aussi en demi-teinte. Donc c'était un processus vraiment de reconstruction assez long, mais en même temps dans lequel j'ai cumulé beaucoup d'expérience parce que je suis pas resté à rien faire, je suis pas resté là à me poser des questions, j'ai toujours essayé des choses et ça m'a forcé à me former aussi sur tout un tas de sujets. Au début, je voyais ça comme des pièces de puzzle que j'avais un peu éparpillées partout et je voyais pas à quoi ça allait ressembler au final. Et près de 2 ans après, j'ai compris qu'il y avait une logique dans tout ça et que l'image que je pouvais en faire, elle était finalement plutôt belle et assez unique. Et donc ça y est, les choses commençaient à s'assembler avec logique et qu'il y avait vraiment un tout. Mais ça passe vraiment par un travail d'introspection, c'est se connaître soi pour pouvoir aussi derrière rebondir et rebondir professionnellement, organiser les choses, modéliser ce qui doit l'être pour pouvoir fonctionner et oser repartir, se réafficher, communiquer dessus et voilà, passer vraiment à l'action. Ok, merci pour partager ça. Et puis, justement là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'outil ou le moyen que toi tu as utilisé pour faire cette introspection, pour aller chercher à l'intérieur de soi, pour faire ressortir tout ça? Les outils que j'ai utilisés pour ça, c'est pas seulement un outil, c'est peut-être là aussi une part intuitive de réponses qui se trouvaient en moi. J'ai quand même essayé beaucoup de choses. J'ai regardé du côté de l'ikigai, tu vois, pour essayer de trouver l'épanouissement et ma zone de génie, qui est un outil japonais justement qui est destiné à ça. J'ai regardé une méthode alternative, j'ai étudié ce que faisait Collins avec son concept Hedgehog, donc le concept de l'hérisson, qui ressemble un peu, mais à chaque fois c'était des réponses incomplètes. Et puis c'est vraiment faire la liste de tout un tas de choses que j'aime faire, de valeurs qui me parlent, donc définir quelles sont mes priorités élevées dans la vie, ce à quoi je suis sensible, ce qui me parle, ce qui en revanche me laisse totalement froid. Et apprendre aussi à regarder en termes d'énergie là où je suis nourri plutôt que là où ça m'épuise. Et je sais que quand il me faut 80% d'efforts pour 20% de résultats, je suis pas à ma place. En revanche, quand je sais que les choses me semblent faciles, que je peux en parler pendant des heures, que je suis capable de remettre ça dès le lendemain et que ça ne m'épuise pas, au contraire, je me nourris de ça et que j'ai envie de passer du temps autour de ce sujet ou autour d'une personne, de sa problématique, je me dis ok, ça clairement, c'est là que je suis bon et c'est là que j'ai une valeur à apporter aux autres parce que ça me rend inépuisable. Donc c'est l'analyse de plein de choses en fait, il n'y a pas seulement des outils, je ne peux pas te dire que ce soit 100% concret, c'est aussi beaucoup dans l'observation, dans l'écoute intérieure que les réponses se sont construites et que j'ai fini par rassembler ce puzzle un peu comme je le disais. Et surtout que j'ai longtemps vécu ma multipotentialité comme un handicap, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je pouvais faire 36 métiers à la fois et que du coup, j'avais aucune spécialité et que j'avais du mal à choisir lequel, sur lequel j'allais me fixer en tout cas. Et je me suis dit, ça sert à rien de savoir faire plein de trucs parce que si on ne sait pas faire une chose, on ne sait rien faire. Et au final, c'est en voyant mes compétences et les outils sur lesquels je savais travailler, que ce soit en termes de stratégie, en termes de marketing, en termes de communication, même en termes de technologie, que je me suis dit, mais ça, c'est pas des métiers pour moi. Ça, c'est juste des outils et des compétences que je suis capable d'assembler, de mettre ensemble, d'utiliser ou non, mais comme une mallette, comme une boîte à outils, si ça peut servir à mes clients. Parce que ce que je sais aujourd'hui, c'est que je veux aider les autres à grandir personnellement,
à les aider à faire grandir leur activité professionnelle, et que pour tout ça, j'ai toute une palette d'outils, toute une palette de compétences sur lesquelles je peux intervenir, mais que je ne vais pas utiliser systématiquement quand on me demande okay, c'est quoi ton programme, sur quoi tu vas me faire travailler, où est-ce que tu vas aller. Mais en fait, c'est juste en regardant comment tu fonctionnes que je vais savoir de quoi j'ai besoin pour t'aider. Et je t'amène vers le résultat que tu souhaites sans forcément te faire passer par le même chemin que celui par lequel j'ai dû passer moi. Pas non plus comme la cliente ou le client précédent, parce que tu es toi et tu vas réagir différemment. Tu as des facilités là où d'autres n'en ont pas, et tu as des difficultés ou des résistances là où d'autres n'en ont pas. Et donc, ça ne me force pas à rentrer dans un schéma préconçu, d'un process. C'est une solution que je vais construire par rapport à tout ce que je sais faire, à tout ce que je suis capable d'apporter à mes clients. Il y a 15 notions dont j'aimerais parler. Je pense que l'une des choses dont on nous rabâche souvent, c'est la confiance en soi. Moi, on m'a souvent fait le reproche, tu manques de confiance en toi, c'est dommage. Si tu avais plus confiance en toi, tu aurais plus d'impact, etc. Oui, sauf que je suis d'accord, mais ça ne se décrète pas. On se lève pas le matin en décidant, tiens, aujourd'hui c'est bon, je vais avoir confiance en moi, je vais l'assumer, je vais y aller. Non. Je pense que la première chose qui peut aider une personne, et je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent d'eux, c'est d'abord se connaître. Parce que quand on apprend à se connaître et à s'accepter tel que l'on est, on verra certes, peut-être par mauvais réflexe, tout de suite nos faiblesses, mais si on veut bien aussi regarder et reconnaître ses qualités, ses forces, alors on sait que là, on a un vrai terreau fertile sur lequel on peut travailler. Et que c'est comme dans le sport, on ne réussit pas en travaillant sur ses faiblesses, on réussit en amplifiant ses forces et en acceptant ses faiblesses. N'importe quel sportif, on peut prendre Nadal ou Federer, s'il a un excellent coup droit et un revers qui est mauvais, on va le faire travailler à fond sur son coup droit et faire en sorte d'accepter que son revers soit moins bon et de le compenser. Donc c'est une question de posture, c'est une question de regard, et je pense que si déjà on se connaît, on sait, ok, là je pense que j'ai une vraie valeur, je vais travailler là-dessus. Tant pis pour le reste, ça fait partie du lot. Je peux bien sûr me développer, m'améliorer, apprendre, mais je serai sans doute jamais excellent sur mes faiblesses. En revanche, je peux vraiment développer des capacités hors normes sur mes talents et mes forces. Et donc, plutôt que de se dire je manque de confiance, ok, travaillons là progressivement en travaillant sur sa connaissance de soi. Et l'autre chose, c'est parce que beaucoup de gens passent des vies entières à chercher leur mission de vie, à chercher des réponses dans l'univers pour savoir finalement ce qu'ils ou elles doivent faire, où est leur place. Et en fait, c'est pas une destination, c'est pas un but à atteindre, une mission de vie, c'est juste on est sur un chemin et on le construit au fur et à mesure, c'est un apprentissage. Mais notre réponse, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, qui a été une réponse pour moi, c'est l'énergie, c'est là où on se sent bien, là où on se sent porté par un flow, par quelque chose qui est fluide, qui nous donne vraiment, qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous donne envie de recommencer, là il y a une réponse. Après, il faut bien regarder ce que c'est, à quel moment ça intervient, dans quelle situation j'ai été capable d'en faire plus que ce qui m'était demandé, à quel moment précis j'ai pas vu l'heure tourner, parce que je me sentais tellement à mon endroit, tellement à ma place, que là on a des débuts de réponse. Et là, effectivement, il y a tout un process à faire pour réussir à trouver ces réponses-là, mais une fois qu'on l'a, c'est juste génial parce qu'on n'a plus qu'à se laisser porter par ça et à se dire qu'on va encore en découvrir et progressivement, ça sera encore de mieux en mieux. Ok, merci beaucoup pour tout ce partage, et puis nous avoir expliqué ça, et ton travail plus précisément, et j'aime bien ce côté intuitif. Voilà. Merci encore. Merci Olivier.